Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais le cours sur les espaces de Hilbert, deuxième partie. Je rappelle que j'ai donné une première partie il y a quelques jours et j'ai fait aussi un cours sur les familles sommables il y a juste 3 ou 4 jours qui va être utile dans le cours d'aujourd'hui. Alors, je rappelle que la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur le théorème de la projection orthogonale. Vous voyez ici tous les points que nous avons abordés dans ce théorème. Le théorème de la projection orthogonale consiste à démontrer que sous les hypothèses que vous voyez ici, la distance d'un élément de x à f est atteinte en un point qu'on appelle la projection orthogonale. Quelles sont les hypothèses? E est un pré-hilbertien, c'est un espace de Hilbert, et F un sous-espace vectoriel complet dans E. Et parmi les propriétés de cette projection orthogonale, ce x bar, on l'appelle la projection orthogonale, et on note comme c'est P indice F de x. Ça fait une application. Alors le deuxième point de ce théorème, c'est que x moins x bar est orthogonal à tous les éléments de F, et que x bar, c'est le seul point qui réalise cette propriété. L'application de la projection orthogonale est linéaire continue et de norme 1 si f non réduit à 0. Et son noyau, c'est justement l'orthogonale de f. Et on a E est égal f plus orthogonale de f, somme directe topologique, en particulier l'intersection entre un ensemble, entre f et son orthogonale est réduite à 0. Et puis, nous avons ce résultat. Alors, rappelez-vous des choses que nous allons voir, que nous allons utiliser dans ce cours. Ce résultat-là, avec les hypothèses F complet dans E pré-hilbertien. Vous voyez que je donne le minimum d'hypothèses. Je n'ai pas supposé que Hilbert. On n'est pas obligé de supposer pour faire le théorème de la projection orthogonale. Premier point, c'est ça, rappelez-vous de ça. Le fait que f inter f orthogonale est réduite à 0 et que cette application est de norme 1. Et en fait, on va utiliser tous les points qui sont conséquences donc, de la première propriété. 2, 3, 4, 5, nous allons utiliser ça dans le cours. Et nous allons utiliser aussi ce corollaire du théorème de la projection orthogonale. Si f, faute d'avoir f égale f orthogonale, on a ça. Pourquoi je dis faute? Parce que ici, je n'ai pas l'hypothèse f complet. J'ai juste f est un sous-espace vectoriel, mais d'un espace de Hilbert. D'un espace de Hilbert. C'est pourquoi je vous dis quand les hypothèses s'imposent, il faut les mettre d'un espace de Hilbert. Alors, f bar est égal f orthogonale. Ça aussi, c'est une propriété que je vais utiliser tout à l'heure. La démonstration est très simple. Vous avez cette relation est toujours vraie. Elle est toujours vraie. Je peux vous la rappeler, cette relation-là. La voici. Nous l'avons vu dans le cours précédent sur les espaces de Hilbert. Vous avez A était toujours inclus dans A orthogonal. Et puisque cet ensemble est un orthogonal, il est fermé, alors A est inclus dans un fermé, donc son adhérence aussi. On a cette relation. Regardez cette relation dont nous aurons besoin. Si A est inclus dans B, l'orthogonal de B est inclus dans l'orthogonal de A. Plus A est petit, si vous voulez, son orthogonal est plus grand. Et donc, on a l'inversion de l'inclusion quand on passe à l'orthogonal. Et si on passe à l'orthogonal une deuxième fois, je peux ajouter une implication. Ça implique que A orthogonal est inclus dans B orthogonal. C'est-à-dire, quand vous mettez l'orthogonal deux fois, l'inclusion est respectée. A inclus dans B implique A orthogonal inclus dans B orthogonal. Rappelez-vous aussi de cette propriété. Je vous disais que l'orthogonale est toujours fermée, elle est là, cette propriété-là, elle a été démontrée. Je reviens à mon cours, donc nous avons toujours ceci est vrai, et ça,
qui découle du fait que ça c'est un fermé. Et donc, nous avons montré l'inclusion dans un sens. Voilà ce que je veux démontrer, l'égalité. Donc, l'inclusion, elle est assurée ici. Maintenant, l'inclusion réciproque. Hein? L'inclusion réciproque. Pour l'instant, je n'ai pas utilisé le fait que H est Hilbert. C'est là que je vais le démontrer, dans l'inclusion réciproque. Donc, on a F est inclus dans la fermeture de F toujours. Si je fais l'orthogonale deux fois, rappelez-vous ce que je viens de dire, l'inclusion reste dans le même ordre, mais cet ensemble est égal à F bar. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, le cinquième point du théorème de la projection orthogonale, parce que F bar est complet, fermé dans un Hilbert. Il est complet, donc là, son orthogonale deux fois orthogonale du même ensemble, ça donne l'ensemble F bar. Et donc, nous avons l'inclusion. Là, nous avons utilisé le théorème de la projection orthogonale. Et pour le faire, il faut que, pour que F bar soit complet, on a besoin de l'espace qui le contient, soit un Hilbert. Tout, la fermeture ici est un sous-espace vectoriel fermé dans un Hilbert, il est complet. Donc, je peux utiliser cette relation du théorème de la projection orthogonale. Voici donc la démonstration terminée pour ce corollaire. Bien. Alors maintenant, nous abordons un résultat très important qui est le théorème de Riesz. Il caractérise d'une manière sans équivoque qu'est-ce que c'est qu'une forme linéaire sur H. H, un Hilbert. Nous avons vu dans le cours précédent que les applications de ce type-là sont des formes linéaires continues et sa norme c'est A, norme de A, pardon. Cette application, je la note LA. Alors, ce que dit le théorème de représentation de Riesz, il nous dit que les seules formes linéaires qui existent sur un espace de Hilbert, en fait, ce sont CLA. Il n'y a pas d'autres. Donc, ici, quel que soit appartenant à H', il existe A unique, je l'ai dit ici, unique, attention, tel que F est de cette forme. Démonstration. D'abord, je pose F égale quart de F. Je pars d'un élément F dans le dual et je veux montrer qu'il s'exprime sous cette manière. Alors, j'ai besoin de deux choses, l'existence et l'unicité. Commençons par l'existence. D'abord, je pose F égale quart de grand F est égal quart de F, qui est donc fermé puisque F est supposé, puisque c'est un élément du dual, donc il est continu. Alors, fermé dans un Hilbert. Donc, F est complet, je peux parler de projection orthogonale. Donc, pour montrer l'existence, j'ai deux cas. Ou bien F, l'orthogonale est réduit à 0, ce qui peut arriver, l'orthogonale est nulle. Dans ce cas-là, alors je vais appliquer l'orthogonale une deuxième fois. Donc, l'orthogonale, oubliez cette première partie, juste là. Regardez ça. L'orthogonale de F est égale à H. Pourquoi H? Parce que l'orthogonale de 0, c'est H. L'orthogonale de 0, ce sont les éléments qui sont orthogonaux à 0. Tout élément, son produit scalaire avec 0 égale 0 d'après les propriétés du produit scalaire. Donc nous avons ça. Mais de l'autre côté, puisque F est fermé dans Hilbert, il est complet, donc le cinquième point du théorème de la projection orthogonale que je viens de citer tout à l'heure nous donne cette égalité. Et du coup, nous avons F égale H. Qu'est-ce que ça veut dire F égale H? Ça veut dire que le noyau de F est égal à H et donc F est complètement nul. Alors, dans ce cas-là, si elle est nulle, je peux prendre A égale 0 et j'ai cette écriture. Donc, pour A égale 0, j'ai cette écriture. Parce que, qu'est-ce que je veux? Je veux montrer que tout élément du dual s'exprime sous cette manière, pour tout x appartenant à H. F de x égale x, produit scalaire avec un certain A. Pour F égale 0, c'est vrai, avec A égale 0. Deuxième cas, je suppose que l'orthogonale n'est pas réduit à 0. Donc, sinon, soit un élément non nul dans l'orthogonale. Quitte à le diviser par sa norme, je peux supposer que cet élément est de norme 1. Alors maintenant, je dis que l'image de cet élément W est non nulle. Pourquoi? Parce que autrement, si elle était nulle, j'aurais W qui est à la fois dans F et dans l'orthogonale de F.
Parce que f de W égale 0, ça veut dire que W est dans f. Or, je viens de vous dire tout à l'heure que l'intersection de f et de f orthogonale est réduite à 0. Par conséquent, f de W est non nul. Maintenant, je prends cet élément-là, que vous voyez, ce vecteur, et je dis qu'il est dans le noyau, c'est-à-dire son image est nulle. En effet, si vous calculez l'image, vous trouvez f de x moins f de x sur f de W, c'est un scalaire, fois f de W. Et f de W sur f de W s'élimine, donc j'aurai f de x moins f de x égale 0. Donc c'est l'élément du noyau, f. Et d'après le théorème de la projection, c'est un élément de f. Alors il est orthogonal à W, pourquoi? Parce que W appartient à f orthogonal, donc ceci est nul. Vous développez cette relation par la linéarité et vous trouvez ça. W étant égal à 1, donc on retrouve ceci. Et maintenant, multiplions par f de W, on trouve ça. Faisons entrer ce f de W là-dedans et appelons A égale ça, et on aura donc f de x s'exprime ainsi. Voilà, donc j'ai montré que pour tout x, parce que ça c'est pour tout x, j'ai démontré que f de x s'exprime sous cette manière, est égal à LA de x. Maintenant, est-ce que ce A est unique? C'est ce que nous allons voir maintenant, l'unicité. Donc je suppose que A1 et A2 sont deux vecteurs dans H qui réalisent tous les deux cette relation. F de x est égal à ça et à ça. Je vais montrer que ceci n'est possible que si A1 égale à 2. En effet, puisque c'est vrai quel que soit x, alors c'est vrai pour A1 moins A2. Donc on a ça. Alors d'après la linéarité, ce membre, l'antilinéarité, ce membre, il est fixe à gauche, ici et là. Et donc je fais la différence et je trouve ceci, qui n'est autre que A1 moins A2, en norme au carré, égale à 0, parce que j'ai fait la différence, je trouve 0 dans le second membre. Norme de A1 moins A2 égale 0, ça veut dire A1 égale A2, et ainsi, donc, j'ai démontré l'unicité. Très bien. Ainsi donc, le théorème est terminé. Tout élément du dual s'exprime d'une manière unique sous cette forme-là. Corollaire. Alors maintenant, cette propriété nous permet de réaliser une bijection entre l'espace de Hilbert H et son duel. Et cette bijection, en plus, elle est continue et antilinéaire et conserve la norme. En effet, puisque tout élément du dual s'exprime de cette manière, donc cette application est une bijection. Regardons. D'après le théorème de représentation de Riesz, L est une bijection, puisque tout élément du dual est de la forme un certain LA, avec un A dans H. Donc, il est l'image par L d'un élément A. Maintenant, je vais démontrer l'antilinéarité de cette application. Donc, je prends x a prime quelconque dans H et lambda un scalaire. Regardez LA plus lambda A prime appliqué à l'élément X. Appliqué à l'élément X. Alors X c'est sur la ligne, pas dans l'indice, mais comme ici. Est égal à X, produit scalaire avec A plus lambda A prime. Et d'après les propriétés du produit scalaire est égal à ça, ce qui veut dire ceci. Et puis d'après la définition des applications, on a ça. Quel que soit X, donc on obtient ceci. Vous voyez, vous obtenez donc l'antilinéarité, parce qu'on n'a pas obtenu ici lambda, on a obtenu lambda bar. Si le corps sur lequel on considère est R, alors à ce moment-là, vous avez bien une application linéaire. Alors en posant le produit scalaire dans le dual sous cette forme-là, regardez que c'est inversé, alors on a bien ici une structure d'espace de Hilbert, et ce produit scalaire, on a bien un produit scalaire sur H', et l'application, elle, conserve la norme. Elle est donc continue. Elle conserve la norme parce que si vous mettez la norme, vous obtenez bien la norme de LA est égale à la norme de A. D'ailleurs, par ailleurs, cette norme coïncide avec la norme définie sur le dual. Et nous avons déjà vu que la norme de LA, c'est norme de A. On l'a déjà vu dans le cours précédent. Donc
On a bien démontré ce que je disais, que cette application est une bijection antilinéaire et conserve la norme. On a démontré dans le cours précédent que la norme de LA, c'est la norme de A. Bien. Alors maintenant, j'aborde la notion de famille orthonormale. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire une famille orthogonale? Une famille orthogonale, c'est une famille formée de vecteurs non nuls, qui sont 2 à 2 orthogonaux. C'est-à-dire, si vous prenez deux vecteurs distincts dans cette même famille, leur produit scalaire est égal à 0. Maintenant, la notion de famille orthonormale, une famille U est dite orthonormale, donc une famille dont l'espace péri-hilbersien E, elle est orthonormale si elle est orthogonale et en plus, chaque vecteur de cette famille a une norme égale à 1. Si on n'a pas une famille orthonormale, alors je m'excuse là, on peut la normaliser à partir d'une famille orthogonale, en divisant chaque vecteur par sa norme, vous obtenez une famille orthonormale. Ensuite, je dis que si U est orthogonale, alors elle est libre dans l'espace vectoriel. Bon, les familles que nous utilisons en général, ce sont des familles infinies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une famille libre lorsqu'elle est infinie? Ça veut dire que si vous prenez une sous-famille de U, ça forme un système libre. Et ça, vous le connaissez parce que vous l'avez étudié en première année. Qu'est-ce que ça veut dire une famille finie libre? Donc, je prends des scalaires, et je suppose qu'on a cette relation. Alors maintenant, il suffit que je fasse le produit scalaire de cet élément avec un élément UK quelconque pour trouver que alpha k égale 0. En effet, vous prenez un k quelconque dans l'indexation, vous mettez ça d'après la linéarité. Alors ceci, c'est sigma des alpha i, les alpha i à l'extérieur, ui, uk. Mais tout ça est nul parce que les vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux, donc ils sont distincts. Et donc, qu'est-ce qui reste dans tout ça? Il reste juste alpha k, uk, produit scalaire avec lui-même, c'est-à-dire ça. Et c'est égal à 0. Pourquoi c'est égal à 0? Parce que cette quantité est nulle. Quand je la mets ici, c'est 0, produit scalaire avec uk. Je divise par ça et j'obtiens alpha k égale 0. Pour k quelconque, ce qui veut dire que la famille que j'ai est bien libre. Cette famille finie. Et puisque c'est vrai pour toute famille finie, alors, si j'ai pris une famille finie, n'importe laquelle, alors je l'ai nommé ces vecteurs comme ça pour bien pouvoir écrire la démonstration. Donc ainsi, la famille U, si elle est orthogonale, qu'elle soit finie ou infinie, elle est une famille libre. Maintenant, j'aborde ce théorème qui nous donne l'inégalité de Bessel. Là, j'ai besoin du cours sur les familles sommables. Parce que dit l'inégalité de Bessel? Elle dit que si vous prenez une famille orthonormale, alors la somme de cette famille de nombres réels positifs, qui n'est autre que le module du produit scalaire de x avec u au carré, cette somme est inférieure à la norme de x au carré. Alors, si vous vous rappelez, je vous demande de lire ce fameux cours sur les familles sommables, parce que rarement où je vois les familles sommables à l'université. Fait à l'université, je me rappelle que moi, je le faisais même en deuxième année de licence, lorsque j'enseignais les séries numériques. J'ai fait un paragraphe sur les familles sommables. Alors, dans mon cours que j'ai donné il y a quelques jours, j'ai rappelé que lorsque vous avez une famille de nombres réels positifs, alors, elle est sommable, parce que là, c'est bien une somme. Elle est sommable si et seulement si les sommes partielles de ce type-là, mais indexées par un nombre fini de vecteurs, ces familles, que j'ai appelées les familles
les sommes partielles finies sont majorées par le même nombre. Dans ce cas-là, la famille, elle est sommable. Et sa somme, c'est le sup des sommes partielles finies. Toutes les sommes partielles finies. Alors ici, pour démontrer ce résultat, je vais donc considérer les familles finies. Cette famille m'est indexée par un nombre fini de vecteurs. Et je vais montrer que la somme qui leur correspond est majorée par norme de x au carré. Du coup, j'aurai la sommabilité et que la somme est majorée par norme de x au carré. Donc, je prends une famille finie de vecteurs dans U. Donc, je vais les indexer comme ça pour que ce soit plus simple. Et je prends F, le sous-espace vectoriel engendré par cette famille. Je le note comme ça. Ça, c'est vectoriel de S. L'espace vectoriel engendré par S. C'est un sous-espace de dimension finie et je dis même qu'il est de dimension petit n. Pourquoi? Parce que ce système engendre grand F et en plus, la famille S, elle est libre. On vient de le voir. U est libre, donc toute sous-famille est libre. Donc la dimension de grand F est égale à petit n. Mais ça, c'est pas important. Ce qui nous importe, c'est ce que nous allons en faire. Alors, F, puisqu'il est de dimension finie, il est complet. Donc je peux considérer la projection orthogonale pour un élément quelconque x dans E. Cette projection orthogonale est un élément de F, comme son nom l'indique, puisque c'est la projection orthogonale sur F. Et donc, ceci va s'exprimer sous forme de sigma de lambda i, ui, i égale 1, jusqu'à n. Ces lambda i sont inconnus pour l'instant, mais on va les calculer. Alors, x moins pf de x est orthogonal à tous les éléments de S. Ça, c'est un point que nous avons vu dans le théorème de la projection orthogonale. Et donc, si je considère ce produit scalaire, il est nul, parce que ça, c'est x moins pf de x, et ça, c'est un élément de f. Quand je développe par la linéarité, je trouve ça, développe par la linéarité, égal à 0. Et pf de x, je remplace par son écriture, et je développe, voilà ce que je trouve, mais ici, tout est nul, sauf pour j égale k. Pour j égale k, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver lambda k, puisque uk, produit scalaire avec lui-même, il est égal à 1. C'est pourquoi, parce que nous avons considéré une famille orthonormale, donc égal à lambda k. Et donc, on a pf de x s'exprime sous cette manière. Regardez que nous avons obtenu un résultat que je vais énoncer tout à l'heure. La projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie engendrée par un nombre fini de vecteurs, elle est obtenue d'une manière unique. Voici cette forme. Qu'est-ce que je vais faire ceci? Parce que n'oubliez pas ce que je veux. Les sommes partielles finies de cette famille sont majorées par un nombre de x au carré. Voilà ce que je vais faire de ça. Alors, rappelez-vous, PF est une application de norme 1, d'après le théorème de la projection orthogonale. Donc, norme de PF de x est inférieur à norme de x. Vous élevez au carré, ça reste vrai. Alors, on obtient d'après le théorème de Pythagore que la norme de ici, c'est ça, et c'est la somme de la norme de chaque vecteur de ce type-là. La norme de ce vecteur, c'est module de produit scalaire de x avec xk. La norme de UI, c'est 1, puisqu'on est dans une famille orthonormale. Donc, on obtient ça, tout simplement. La somme de ces modules au carré. D'accord? Pourquoi? Grâce à Pythagore, la norme de la somme d'un nombre de vecteurs orthogonaux 2 à 2 est égale à la somme de leur norme. La norme de chaque vecteur ici, voilà ce que ça donne. On a donc ceci est égal à ça, il est inférieur à norme de x au carré. Voilà, j'ai obtenu que une somme partielle correspondant à une partie finie quelconque est inférieure à norme de x au carré. J'ai donc démontré la fameuse inégalité de Bessel. Je la rappelle, c'est une somme
ainsi. Alors, là, je fais une remarque. Souvent dans les polycopes, les livres, vous voyez cette théorie faite avec des familles dénombrables. Il est bien intéressant de la considérer dans le cas général. Et il y a certains livres aussi qui le font comme ça, comme je le fais, mais souvent, les gens se contentent juste de familles dénombrables. Parce que peut-être dans la pratique, c'est ce que l'on rencontre le plus. Mais il est intéressant de connaître cette notion de sommabilité des familles et aussi que les familles hilbertiennes peuvent être non dénombrables aussi. Alors donc, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je ne vais pas parler plus. Voilà ce que j'ai obtenu dans la démonstration de l'inégalité de Bessel. Si f est un sous-espace vectoriel engendré par une famille finie de vecteurs dans un espace pré-hilbertien, sa projection orthogonale est obtenue de manière unique par cette formule. Base hilbertienne. Alors, pour définir cette notion de base hilbertienne, j'ai besoin de définir ce que c'est qu'une famille totale. Famille totale X dans E, elle est totale si vectoriel de X, je répète, c'est l'espace engendré, le sous-espace vectoriel engendré par X. S'il est dense, bon, voilà ce que ça veut dire total. Nous avons cette propriété que lorsque vous avez S inclus dans E, S orthogonal, c'est aussi l'orthogonale de vectoriel de S et aussi la fermeture de vectoriel de S orthogonale. C'est égaux. Par exemple, lorsque vous avez une paire, l'orthogonale d'une paire U1, U2, c'est aussi l'orthogonale de vectoriel de U1, U2. Et cette propriété est intéressante parce que nous allons voir dans les exercices où ça peut jouer des tours lorsque on oublie cette propriété-là. Elle est très intéressante. Nous allons l'utiliser aussi dans une démonstration. Alors, sa démonstration, elle est très simple. Je vous laisse la regarder. Ces inclusions toujours vraies impliquent pour l'orthogonale les inclusions un petit peu inversées. Et là, si X est dans l'orthogonale, je vais démontrer maintenant les inclusions dans l'autre sens. Si X est dans l'orthogonale de S, alors il est orthogonal à S, donc orthogonal aussi à toutes les combinaisons linéaires finies d'éléments de S. C'est-à-dire à les combinaisons linéaires finies d'éléments de S, c'est quoi? C'est vectoriel de S. Donc X est orthogonal à vectoriel de S. Ensuite, si je prends X dans l'orthogonale de vectoriel de S, alors il est orthogonal à tous les termes d'une suite ici. Et donc à leurs limites. Or, la fermeture de vectoriel de S, elle est formée de quoi? Elle est formée des limites de suite de cet espace. Donc, je viens de dire, il est orthogonal à leurs limites, c'est-à-dire orthogonal, X est orthogonal aussi à la fermeture de vectoriel S. Voilà. Alors, maintenant, on caractérise ce que c'est qu'une famille totale. Mais, regardez, dans un espace de Hilbert, X est total si et seulement si son orthogonal est réduit à 0. Avouez que c'est bien plus simple comme ça. Hein? Au lieu d'utiliser la définition de vectoriel X et la fermeture. Alors, la démonstration. Alors, je dis tout de suite que ici, il y a une implication qui est toujours vraie. C'est l'implication dans ce sens. L'implication dans le sens direct. Pour démontrer ça, j'agis avec des équivalences. Donc, X total par définition, c'est ça. Ensuite, je dis qu'elle est équivalente à ça. Alors, cette implication qui est à démontrer, cette équivalence. L'implication dans ce sens, je viens de dire qu'elle est toujours vraie. En effet, même dans un espace qui n'est pas de Hilbert. En effet, si vous avez X bar vectoriel de S fermeture égale à E, vous appliquez l'orthogonale une deuxième fois. Hein? Vous appliquez l'orthogonale une deuxième fois. Pardon, vous appliquez l'orthogonale une première fois, pardon. Je dis une deuxième fois parce que je vais le faire dans l'implication réciproque. Vous appliquez l'orthogonale une seule fois. Donc, vous obtenez
l'orthogonale de cet ensemble, le voilà, est égal à l'orthogonale de E. Mais l'orthogonale de E, c'est quoi? C'est 0. Un élément qui est orthogonal à E tout entier, il est nul, parce qu'il est orthogonal à lui-même. Donc sa norme au carré égale 0. Voilà. Et donc vous voyez que j'ai obtenu ça facilement. Bien. Mais l'implication réciproque, pas aussi simple. Là, il faut utiliser un résultat que nous avons vu tout à l'heure dans le théorème de la projection orthogonale. Alors maintenant, j'applique, partant d'ici, oubliez ça, juste l'orthogonale de fermeture de vectoriel S égale 0. J'applique l'orthogonale une deuxième fois. Alors l'orthogonale de l'orthogonale ici, qu'est-ce que ça va me donner? D'après le théorème de la projection orthogonale, ça me donne la fermeture de X, tout court, ça me donne ça. Pourquoi c'est le cinquième point? Parce que nous avons ici, si j'appelle ça F, vous avez un sous-espace vectoriel fermé dans un complet, il est donc complet, et j'applique le point S du théorème de la projection orthogonale. Donc, en appliquant l'orthogonale une deuxième fois, j'obtiens ça. Et de l'autre côté, en appliquant l'orthogonale de 0, c'est E, parce que tout élément 2 est orthogonal à 0. Et donc, j'ai obtenu l'implication réciproque. Là, on a besoin de E est un espace de Hilbert. Et maintenant, cette équivalence, elle est évidente parce que ceci, d'après la proposition précédente, cette proposition, ça est égal à ça, juste à la place de S, mettez X, et vous avez donc, partons d'ici, ça est égal à ça, et 0, il est là. Nous avons donc démontré et caractérisé ce que c'est qu'une famille totale par une relation très simple, mais attention, dans un espace de Hilbert. Alors souvent, on a besoin juste de cette implication, comme nous allons voir dans un exercice qui est proposé dans la série de travaux, et dont la solution va venir très prochainement. Alors, je m'excuse si je fais un peu de retard pour donner les solutions, parce que j'ai beaucoup de travail, je fais beaucoup et disons, je suis beaucoup de cours, donc de sections différentes. C'est pourquoi j'arrive pas à aller un peu plus vite. Et d'ailleurs, il vaut mieux aller doucement, mais de bien comprendre les choses. Bien. Alors maintenant, une caractérisation d'une famille orthonormale totale. Nous allons caractériser ce que ça veut dire total. Nous allons caractériser ce que ça veut dire orthonormale totale par une affirmation tout simple. Alors, toujours avec l'hypothèse Hilbert, si E est un espace de Hilbert et une famille orthonormale, alors U est totale si et seulement si elle est maximale. Dans le sens, qu'est-ce que ça veut dire maximale? Si toute famille orthonormale qui la contient est égale à U. Toute famille orthonormale qui contient U est égale à U. Donc c'est ça ce que l'on appelle U est maximal. Alors ici, il y a deux implications. Imaginez que le premier membre, je l'appelle propriété P, et le deuxième membre, je l'appelle propriété Q. Alors je vais démontrer P implique Q et non P implique non Q. Et donc j'aurai par la logique obtenu l'équivalence. P implique Q. Donc premier membre implique le deuxième membre. Supposons que U est total. Ce qui veut dire ça, d'après la caractérisation que je viens de voir il y a un instant. Maintenant, si je prends une famille orthonormale qui contient U, supposons qu'elle la contient strictement. C'est-à-dire qu'il existe un vecteur qui est dans grand V, pas dans grand U. Ce vecteur est évidemment non nul. Il n'est pas dans, parce que c'est une famille orthonormale, il est non nul. Alors, puisqu'il est non nul, ce qui veut dire que l'orthogonale de U contient un élément non nul. Alors pourquoi il appartient à l'orthogonale? Parce que V est dans grand V, qui est orthonormal, qui contient U. Donc, en particulier, il est orthogonal à tous les éléments de U. Et ceci contredit ce fait. Donc, cette hypothèse est impossible. Ainsi, V est égal à U, forcément. Bien. L'implication, le contraire du premier membre, non P implique non Q. Donc, je suppose que U n'est pas total. Ce qui veut dire, d'après sa caractérisation, que
l'orthogonal de U est non réduit à 0. N'oubliez pas que nous sommes dans l'hypothèse d'un H qui contient, ou d'un E, je ne sais pas comment je l'ai noté, H ou U, mais peu importe. Je l'ai bien noté, H. Non, E, pourquoi pas? Ben, c'est pas grave. Donc, U est dans un Hilbert. Donc, la caractérisation de non total, c'est l'orthogonal n'est pas réduit à 0. Alors, s'il n'est pas réduit à 0, il contient un élément non nul. Cet élément est dans l'orthogonal de U. Je vais le diviser par sa norme et je le rajoute à U pour former une famille orthonormale qui contient strictement U. Et donc, j'ai non la proposition. Je vous rappelle ces propositions. Voilà. Voilà, c'est cette proposition, je l'appelle Q. Son contraire, c'est quoi? Il existe une famille orthonormale qui contient U et qui, strictement, c'est ce que j'ai démontré, non P implique non Q, et donc nous avons l'équivalence. Un peu de... La logique est très importante pour faire les mathématiques. Maintenant, je définis ce que ça veut dire une base hilbertienne. Et le cours va se terminer ici. Après, il va rester une petite partie du cours pour terminer le chapitre sur les espaces de Hilbert. Alors, vous voyez que je donne la définition d'une base hilbertienne dans le cas général d'un espace pré-hilbertien. Une base hilbertienne de E, c'est une famille orthonormale totale. Alors, elle est caractérisée par la proposition précédente, mais dans le cours que nous allons voir, nous allons donner une caractérisation beaucoup plus large et plus explicite avec la notion de famille sommable. Donc, je ne vais pas en dire trop. Nous avons donc terminé. Alors, on appelle base hilbertienne, mais aussi, dans certains livres, on appelle, dans certains polycopiés, on appelle aussi base orthonormale. Une famille qui est orthonormale totale. Voilà ce que ça veut dire, base hilbertienne. Je termine mon cours en vous donnant cet exercice sur l'espace L2. Révisez l'espace L2 dans le chapitre 1, ce que c'est, et sa norme par le produit scalaire, c'est un espace de Hilbert. Je donne la famille En chaque En est une suite qui est formée de termes tous nuls, sauf le cas où K égale N, où nous avons montré que B est une base hilbertienne. La correction de cet exercice sera donnée dans le cours suivant, c'est-à-dire la fin, la partie 3 de ce chapitre sur les espaces de Hilbert. Je vous rappelle aussi que j'ai énoncé un devoir numéro 4 que je n'ai pas encore corrigé, donc la correction devrait arriver très prochainement. Je fais aussi en parallèle avec le cours sur le cours d'analyse fonctionnelle, je donne aussi les exercices correspondant à ce cours. Donc maintenant, je suis dans la série numéro 1. Ces exercices, je les ai déjà faits sur des vidéos précédentes, mais je vais les refaire pour cette année universitaire. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. Merci de votre attention.